Bonsoir à tous, je suis Véronique Mounier, pharmacien et journaliste santé. Je suis ravie de vous accueillir ce soir en direct pour vous dévoiler le projet gagnant du grand concours d'innovation acteur du diabète, un événement organisé par le laboratoire Novo Nordisk et ses 3 partenaires, Radio Publique Santé, une radio numérique consacrée à la santé et au bien-être grand public, Cordiam, éditeur de presse dédié aux endocrinologues et aux cardiologues, et enfin la Fédération française des diabétiques, la FFD, une association de patients au service des patients et dirigée par des patients, parce que le patient est évidemment au cœur de ce concours et qu'il méritait d'être largement représenté ce soir. Alors, en préambule de cette émission, juste un chiffre, 3,9 millions. 3,9 millions, c'est le nombre de diabétiques atteints de diabète de type 2 aujourd'hui en France. Il s'agit donc d'une pandémie majeure à laquelle on ne prête pas malheureusement toute l'attention qu'elle mérite, surtout en ce moment où une autre pandémie occupe un peu tout l'espace médiatique, d'où l'idée du laboratoire Novo Nordisk d'organiser ce concours dont l'objectif, je vous le rappelle, c'est d'améliorer la prise en charge et le parcours de soins des patients diabétiques de type 2. Alors, de nombreux acteurs du diabète se sont reconnus dans cette initiative et ont proposé leur candidature. Au total, une trentaine de projets imaginés par des professionnels de santé et des startups ont été sélectionnés puis soumis à vos votes dans le but d'élire un seul gagnant qui remportera la somme de 100 000 € pour accélérer le développement de son projet au bénéfice des patients atteints du diabète de type 2. La dotation sera également accompagnée d'une somme de 25 000 € afin que les auteurs du projet puissent investir, enfin les auteurs du projet gagnant bien sûr, puissent réaliser une étude de marché auprès du Diablab, qui est le hub d'innovation de la FFD, Fédération française des diabétiques. Alors justement, quel est le projet qui a remporté ce concours? Eh bien, je vais faire durer un peu le suspense parce que j'ai encore quelques informations importantes à vous communiquer concernant notamment le déroulé en lui-même de ce concours. Il y a eu 2 phases de vote contrôlées par un huissier. Durant la première phase, les projets ont été soumis à vos votes afin de sélectionner les 10 candidats finalistes. Et puis ensuite, pendant la deuxième phase, ces 10 projets vous ont été présentés sous forme de courtes vidéos avant d'être de nouveau soumis à vos votes ainsi qu'à ceux du jury d'experts. Et le vote du jury, je le précise, comptait pour 60% de la notation finale. Voilà, nous avons la chance justement d'avoir ce jury d'experts présent ce soir sur notre plateau, un jury que j'ai le plaisir de vous présenter. Sébastien Chapdaniel, infirmier de pratique avancée, le docteur Jean-Guillaume Dillinger, cardiologue, le docteur Lamine Khaznadji, directeur médical chez Novo Nordisk, le docteur Martin, médecin généraliste, le docteur Nicolas Naïdic, directeur du Diablab, le docteur Sylvie Picard, diabétologue, Rémi Teston, fondateur du site e-santé, et le docteur Virgiti, médecin généraliste. Bonsoir à tous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et comme nous avons souhaité cette émission la plus interactive possible, vous qui nous regardez, surtout n'hésitez pas à nous faire part de vos questions tout au long de cet événement. C'est très simple, vous avez juste à les écrire dans l'espace commentaires, dans la partie commentaires qui se trouve juste en dessous de la vidéo, et je me ferai un plaisir de les relayer à mes invités lors de notre session questions-réponses à la fin de cette émission. Voilà, donc je compte sur votre participation. En attendant, moi aussi, j'ai des questions à poser à notre jury avant de vous dévoiler le lauréat du concours. Oui, je sais, j'aime bien faire durer un peu le suspense, mais et ma première question est pour vous, Monsieur Teston. Pourriez-vous nous dire quelques mots des projets qui ont candidaté à ce concours? Nous avons été agréablement surpris par la qualité des projets et puis par la diversité de ces mêmes projets, et notamment des porteurs qui étaient des professionnels de santé ou des startups, avec toujours des idées innovantes. Et notamment avec des portées soit locales, nationales ou voire internationales pour certains. En tout cas, ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient tous le même objectif, c'est d'optimiser, d'accompagner la prise en charge des patients de type 2. Et puis, du coup, avec une vocation d'apporter vraiment un éclairage, une innovation pour accompagner vraiment le parcours de soins du patient diabétique, que ce soit également sur la coordination des professionnels de santé. Merci, Monsieur Teston. Effectivement, 26 projets candidats au total, c'est beaucoup, et cela montre à quel point le diabète de type 2 est un sujet d'actualité, et en particulier l'accompagnement des patients atteints de cette pathologie. Alors justement, à quoi ressemble aujourd'hui le parcours de soins d'un patient diabétique de type 2 ? Qui mieux pour nous en parler que vous, Nicolas Naïdic, en plus d'être membre du jury de ce concours. Je rappelle que vous êtes également directeur du Diablab, une entité de la FFD dédiée à l'étude de la vie quotidienne des patients souffrant de diabète. Alors, vous avez récemment mené une enquête en partenariat avec Novo Nordisk pour identifier les difficultés rencontrées par ces patients dans leur parcours de soins.
Alors, quels sont les principaux enseignements de cette enquête? Oui, bonjour. Écoutez, déjà merci beaucoup pour l'invitation, d'être membre de ce jury, c'était un grand honneur. Et puis également pour avoir financé cette étude avec la Fédération française des diabétiques. C'est une étude qui avait une portée qui était vraiment majeure, qui était panoptique si je puis dire, c'est-à-dire que c'était une étude qui s'appelait Novo 360, en référence à Novo Nordisk évidemment, et 360 parce qu'il s'agissait d'essayer d'avoir le point de vue le plus complet du parcours de soins et des difficultés qui sont associées à ce parcours de soins chez les personnes atteintes d'un diabète de type 2. Alors la difficulté, c'est que, pour moi ce soir, c'est qu'on a identifié à peu près 14 problématiques qui ont été réparties dans 6 thèmes différents. En 5 minutes, je ne peux évidemment pas toutes vous les présenter. Par contre, il y en a 4 qui me semblent aujourd'hui particulièrement intéressantes. Alors la première, elle part peut-être d'un paradoxe, c'est que souvent on dit du diabète que c'est une maladie qui est asymptomatique, c'est-à-dire que c'est une maladie qu'on ne va pas sentir, qui est insigneuse, qui va évoluer sans qu'il n'y ait aucun signe que l'on est malade. Et paradoxalement, en fait, on se rend compte que la plupart des personnes que j'ai eu l'occasion d'interroger dans le cadre de mes activités de recherche, avant le diagnostic, elles sentaient les symptômes du diabète. C'est-à-dire que notamment, elles avaient une sensation de soif, elles allaient souvent aux toilettes. Ces petites choses comme ça, en fait, dont sur le quotidien, on ne se rend pas forcément compte que c'est la maladie, mais pourtant, c'est la maladie qui progresse. Et parce que ces symptômes ne sont pas nécessairement identifiés comme tels, en fait, ça va conduire à un retard de diagnostic, a fortiori s'il n'y a pas de stratégie de dépistage, c'est-à-dire avant même que ces premiers signes soient annoncés. Et là, en fait, ça pose plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que quand vous prenez en charge une pathologie de façon tardive, il peut y en avoir une évolution qui est défavorable, avec déjà l'instauration de complications qui vont arriver. Et puis, une autre problématique, c'est que parfois, les patients, parce qu'ils ne savent pas encore qu'ils sont patients, justement, ils vont avoir des comportements alimentaires qui ne sont pas optimaux. Et une des problématiques qui a été rencontrée, c'est notamment, je vous parlais de la sensation de soif qui est associée au diabète, les personnes qui, pour s'hydrater plutôt, buvaient beaucoup de soda. Donc évidemment, vous le savez, dans le soda, il y a du sucre. Et ce n'était pas du tout favorable à l'évolution de leur diabète. Donc première problématique, le dépistage. La deuxième problématique, c'est, vous savez, quand vous êtes malade, alors si vous avez des problèmes de cœur, vous allez voir le cardiologue, jusque-là c'est logique. Si vous avez des problèmes de rein, vous allez voir le néphrologue. Mais quand vous avez des problèmes de diabète, ce n'est pas vraiment le diabétologue que vous allez voir. Aujourd'hui, 90% des patients atteints d'un diabète de type 2 sont suivis uniquement par leur médecin généraliste. Alors, ça pose plusieurs problèmes. Peut-être le premier problème, c'est que les médecins généralistes, justement, ils sont généralistes. Chacun va avoir ses spécialités, notamment en fonction de la thèse d'exercice qui a été effectuée, mais ils ne sont pas forcément tous spécialistes du diabète et encore moins tous spécialistes des traitements du diabète, notamment par exemple l'insuline. La deuxième problématique, c'est que vous le savez, on est sur un système de santé, particulièrement aujourd'hui, vous l'avez rappelé en cette période d'épidémie, qui est extrêmement contraint. Il y a une pression démographique aussi qui est folle sur les professionnels de santé. Et en fait, ça se traduit par des consultations qui sont malheureusement pas aussi longues que ce que souhaiteraient les professionnels de santé et surtout pas aussi longues que ce que le souhaiteraient les patients. Le temps moyen qui est souvent dit pour une consultation de médecin généraliste, c'est 11 minutes. Comment voulez-vous qu'en 11 minutes, un médecin puisse donner aux patients les indications sur quel est le régime alimentaire qu'il faut qu'ils suivent ? Comment reprendre une activité physique, a fortiori s'il y a des problématiques d'obésité, ce qui est souvent associé, ou chez les personnes âgées, des prothèses, des choses comme ça. Et donc, en fait, on se retrouve avec des patients qui sont bien pris en charge d'un point de vue strictement pharmacologique. Effectivement, ils ont leur metformine, ils ont leur insuline. Mais par contre, ils ne sont pas forcément bien accompagnés. Et l'accompagnement, c'est la qualité de la relation qu'il va y avoir entre le professionnel de santé et le patient. Et en vérité, c'est une des paroles qu'on porte à la Fédération et qui est portée par nous tous ici, c'est que l'accompagnement, c'est une des pierres angulaires de la prise en charge du diabète. La troisième problématique rencontrée dans le parcours de soins, elle a trait plutôt à l'évolution du diabète. Alors, il y a certaines situations dans lesquelles les patients vont avoir besoin d'une hormone qu'on appelle l'insuline. Donc, les patients diabétiques de type 2 peuvent être sous insuline, je le précise. Il y en a encore qui croient que c'est uniquement les patients diabétiques de type 1. Et en fait, ce qu'ils vont associer à cette hormone, parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne savent pas ce qu'est le diabète et son évolution, ils vont associer ça à une évolution extrêmement défavorable de leur maladie, alors même que c'est une évolution parfois normale de la maladie. Et ce passage sous insuline va être vécu de façon extrêmement difficile par les patients. De fait, ils vont avoir aussi des mauvaises pratiques d'injection, enfin tout un tas de choses qui va nuire à leur qualité de vie, que ce soit la qualité de vie sociale, mais aussi la qualité de vie psychologique. Et une autre problématique qui a émergé dans la droite lignée, c'est aussi l'apparition de complications, et notamment on sait qu'il y a beaucoup d'examens de suivi qui sont à faire par les patients diabétiques, examens de cardiologie, examens auprès des néphrologues, ça peut arriver, les examens de podologie, etc., etc. Et comment est-ce que vous faites pour coordonner un parcours de soins avec autant de professionnels de santé, avec des rendez-vous qui se prennent parfois 6 mois, voire
un an à l'avance, avec les difficultés pour accéder aux standards, pour rencontrer les professionnels de santé. Donc finalement, une coordination de parcours de soins qui est extrêmement compliquée et qui est d'autant plus compliquée que les patients ils ne savent même pas forcément où aller puisqu'ils ne connaissent pas très bien leur diabète et encore moins les complications qui peuvent être associées. Et dans ce paysage, il est apparu qu'il y avait un quatrième point qui était à la fois peut-être une difficulté mais aussi un potentiel levier. Eh bien, c'est notamment l'éducation thérapeutique du patient. Donc en fait, c'est les patients on va prendre du temps pour les former, ils vont pouvoir échanger entre eux. C'est une vue un petit peu complète de leur parcours de soins et de leur maladie. Et l'ETP, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé ces dernières années, notamment parce que ça permet de développer ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire la réappropriation du patient, de leur maladie, finalement le patient qui deviendrait acteur de sa santé. Et l'ETP, c'est vraiment une solution qui a montré qu'elle avait beaucoup d'efficacité, que ce soit à la fois sur ce qu'on appelle l'équilibre du diabète, mais aussi sur l'amélioration de la qualité de vie, parce que les patients vivent mieux de façon générale. Et si cette solution est particulièrement pertinente en termes d'accompagnement des patients, eh bien aujourd'hui, il y a une limite qui est associée à cette pratique, eh bien, c'est qu'elle prend beaucoup de ressources médicales, ressources que malheureusement, il n'y a pas nécessairement. À titre, juste pour l'exemple pour ce soir, j'ai regardé sur la région Grand Est, eh bien, vous avez seulement 2,39% des patients qui ont accès à l'ETP en 2020. Période épidémique, mais de façon générale, l'ETP n'est pas aussi développé que ce qu'on souhaiterait. Donc c'est un frein, mais un levier, pourquoi pas développer cette éducation thérapeutique du patient. Merci beaucoup Nicolas pour ce retour terrain très instructif, en 5 minutes montre en main, bravo. Bon, on voit bien en tout cas qu'il y a encore énormément à faire pour aider ces patients diabétiques de type 2 en se concentrant notamment sur l'éducation thérapeutique. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est que de plus en plus d'acteurs s'engagent aujourd'hui au quotidien pour améliorer leur prise en charge. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs le succès de ce concours. 26 projets candidats au total, c'est beaucoup. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'issue des votes du public, 10 projets finalistes ont été soumis au jugement du jury. Docteur Dillinger, pourriez-vous nous raconter justement comment se sont déroulées les soutenances, sous quelle forme, pendant combien de temps, quels étaient vos critères de vote? Voilà, on veut tout savoir. Merci, bonsoir. Donc, l'objectif du jury a été d'évaluer les 10 projets qui avaient été sélectionnés par le public. Et en fait, un des points importants pour nous, c'était la faisabilité et l'aboutissement du projet. Donc, nous avons eu 2 sessions d'audition des différents projets, avec d'abord une présentation par les porteurs et après une session de questions-réponses où chacun pouvait apporter son expertise et poser ses questions à la fois sur la place du patient, la place du professionnel de santé, mais aussi la technologie qu'il y avait derrière le projet. Et à l'issue de ces 2 sessions d'audition, le jury avait établi une grille avec des prérequis à la fois sur l'originalité, la robustesse du projet et les éléments techniques. L'objectif étant de chaque membre du jury a mis une note de façon en aveugle et on a eu une dernière session de délibération. Et on s'est retrouvé finalement assez facilement sur 2 ou 3 projets. Et après des discussions, on a choisi un projet qui... On a un projet gagnant, vous avez réussi à vous mettre d'accord. Un projet gagnant qui nous semble très intéressant et qu'on va vous dévoiler d'ici quelques minutes. Merci beaucoup, docteur Dillinger, de nous avoir fait partager les coulisses de cet événement. On sent en tout cas, à travers vos propos, tout l'enthousiasme et l'investissement du jury dans ce concours. Puis vous qui nous regardez ce soir, n'hésitez pas non plus à nous envoyer toutes vos questions. Je vous rappelle qu'il y aura une session questions-réponses à la fin de cette émission. Mais nous n'allons pas faire durer le suspense plus longtemps. Qui est le grand vainqueur de ce concours d'innovation acteur du diabète? Eh bien, je vais demander au docteur Picard de venir me rejoindre. Bonsoir, merci d'être avec nous. Docteur Picard, à vous l'honneur. Annoncez-nous le projet gagnant de ce concours. Eh bien, j'ai le très grand plaisir d'annoncer donc le gagnant du concours Innovation Diabète. Et ce projet est le projet NUVI, qui est porté par le docteur Cyril Gauthier. Et je vais inviter donc le docteur Cyril Gauthier à venir nous présenter ce projet et comment il peut aider les personnes qui vivent avec un diabète de type 2. Merci, docteur Picard. Bravo. Félicitations, on peut être fiers, en tout cas, bravo. Alors déjà, pouvez-vous nous présenter votre projet et l'équipe qui a travaillé à vos côtés? Alors, NUVI Diabète est un dispositif numérique qui est un outil de médiation des savoirs, qui associe connaissances savoir de connaissances biomédicales, connaissances expérientielles à vocation communautaire. Alors, je vais traduire. Oui, s'il vous plaît. Pas de filtre dans la transmission de la connaissance. L'outil permet au patient, à sa famille, à son entourage, au cercle de soins, d'acquérir, de s'approprier la connaissance
de comprendre finalement sa pathologie, de comprendre le parcours de soins, de comprendre la thérapeutique, ça a été évoqué. La personne a besoin de comprendre pourquoi il fait les choses. Se sentir imposer une démarche, ça ne fonctionnera pas. Par contre, la comprendre, la cerner, c'est à ça que sert Nuvi. Nuvi, on associe des ateliers d'éducation thérapeutique, c'est du motion design. Il y a de l'évaluation, de la gamification, de la traçabilité de la progression, de la valorisation. Et on associe à tout ça une communauté pédagogique. On mélange patients partenaires, patients experts, sous modération professionnelle, qui permet aux personnes finalement d'échanger, comme ça a été évoqué, pour comprendre un peu mieux encore leurs problématiques. Et améliorer l'observance. Améliorer l'observance, permettre le changement. Nuvi permet finalement, offre à toute personne la possibilité d'acquérir cette possibilité de changement. Il n'y a pas de barrière vraiment, on va très très loin dans les explications. Merci beaucoup, Dr Gauthier. Alors c'est l'heure maintenant de répondre à vos questions. Les questions du jury. Docteur Virgiti, pourquoi... Enfin, à vous l'honneur, c'est à vous de poser la question d'ailleurs. Eh bien, docteur Gauthier, tout d'abord, félicitations pour cette promotion et pour cette réussite. En quoi, dans la vie quotidienne du patient diabétique, améliorez-vous cette vie quotidienne, cette pratique et cette rencontre du patient avec ce diabète quotidiennement? Pour traiter un diabète, on a la chance d'avoir des molécules intéressantes, une thérapeutique qui est déjà bien en place. Par contre, pour éviter cette escalade thérapeutique, on a besoin d'apporter des changements. Pour que ces changements finalement puissent se faire, l'outil éducation thérapeutique, c'est quelque chose qu'on est tous ici d'accord pour dire que c'est efficace, ça fonctionne. Par contre, ça a été évoqué, difficile à mettre en place. Nuvi permet finalement de donner à tout le monde la possibilité de faire ce programme d'éducation thérapeutique, d'acquérir finalement toutes ces connaissances, de lui laisser le temps. Il évolue à son rythme, l'entourage évolue également à son rythme, l'entourage devient ressource sur la problématique parce qu'il va aussi progresser avec le patient. Toujours difficile d'avoir accès à l'entourage dans la problématique d'une pathologie chronique comme le diabète. Et là, Nuvi permet ça. Merci beaucoup. Merci pour votre question, docteur Virgiti. Docteur Martin, vous aviez aussi une question pour le docteur Gauthier? Tout d'abord, j'avoue avoir été passionné par la découverte de projets aussi innovants dans le diabète. Du fin fond de nos cabinets, on n'imagine pas que de telles solutions puissent nous être apportées. Mais j'avoue que maintenant, nous sommes très impatients de pouvoir faire profiter à nos patients de votre solution. Où en êtes-vous du développement de Nuvi? Alors, Nuvi Diabète est déjà en cours de développement parce qu'on est déjà opérationnel sur une thématique qui est l'obésité. Ça a été aussi évoqué. L'obésité est une maladie chronique également qui nécessite une approche d'éducation thérapeutique. Et donc, Nuvi, pour l'obésité, existe déjà dans le cadre d'une expérimentation article 51 qui est menée déjà depuis 2 ans en Bourgogne-Franche-Comté, à Dijon. Une expérimentation article 51 que je porte. Et donc, du coup, partant du principe que sur l'expérimentation article 51, ça fonctionne, plus de 80 ateliers en éducation thérapeutique, on a eu l'idée de développer sur le diabète de type 2. Donc, on a déjà écrit le parcours, soutenu par notre l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, on est en train de concevoir un parcours préventif de 4 ateliers, parce que la prévention d'un diabète de type 2, c'est important, un parcours thérapeutique de 24 ateliers. Et on a aussi pour projet de développer un parcours enfant et famille gratuitement. Merci. C'est beau projet. Sébastien Chapdaniel, vous aviez également une question pour Cyril Gauthier. Tout à fait, docteur Gauthier. Tout d'abord, félicitations pour ce beau projet. Félicitations également pour ce gain d'un montant de 100 000 € pour le rappeler. Et la question aujourd'hui que tout le monde se pose, c'est comment ce gain, vous allez pouvoir le réinvestir et en quoi ce gain va vous permettre de développer votre projet. Merci. Alors, les 100 000 €, comme je l'ai dit, nous avons déjà commencé à concevoir le parcours diabète de type 2 avec l'accompagnement de notre ARS. Les 100 000 € vont servir à 2 choses essentiellement. La première, c'est l'interopérabilité. Notre outil est un outil d'éducation thérapeutique. Ce n'est pas un outil de e-parcours. Il va venir s'interfacer, s'interopérer avec les différents outils de e-parcours qui existent, que ce soit des tutelles ou d'autres outils des établissements de santé. Donc pour développer cette interopérabilité, il nous faut du développement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme je l'ai dit, nous allons développer un parcours diabète de l'enfant et ce parcours, on le veut gratuit pour la famille. Et donc là, on va commencer le développement de ce parcours grâce à la dotation. Et puis, il y a une dernière chose, c'est qu'on va avoir un partenariat avec la fédération, enfin le Diab Lab. Et là aussi, ça va être très intéressant de voir un petit peu en vie réelle
comment cet outil peut apporter quelque chose aux personnes diabétiques de type 2. Merci Sébastien Chap-Daniel pour votre question. On va prendre maintenant les questions de notre auditoire. Première question, pourriez-vous nous expliquer plus en détail comment la plateforme d'échange entre patients fonctionne? Alors, la plateforme, Nuvie, contient une communauté pédagogique. Cette communauté pédagogique on a des patients partenaires, des patients experts, sous modération professionnelle, mais par contre, aucun professionnel de santé n'a accès à ces échanges. C'est vraiment sous modération d'infirmières d'éducation thérapeutique. Et les patients entre eux, qui sont des patients partenaires, vont pouvoir échanger sur leurs problématiques. Rien de mieux qu'un patient pour parler de sa pathologie, transmettre finalement des connaissances avec des personnes qui sont formées, et finalement l'impact sur un autre patient est meilleur. Cette solution est-elle adaptable sur Apple et Android? Bien sûr, ce sera adaptable sur tous les formats. C'est responsive, ce n'est pas une application, donc il n'y a pas besoin de mettre à jour, c'est une web app. Donc on peut s'en servir d'un ordinateur, d'un téléphone portable, d'une tablette, sans aucun souci. D'accord, ça c'était pour l'aspect pratique. Dans la vidéo de présentation de votre projet, vous parlez d'un processus de gamification pour soutenir le patient et son entourage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, l'environnement de Nuvie est un environnement un peu cartoon, ludique. Donc, on apprend sérieusement, mais on ne se prend pas au sérieux. On a des petits personnages et tout le process de gamification, il y a une évaluation, une valorisation. Et finalement, la personne, plus elle va progresser dans son parcours, plus elle va être valorisée, elle va acquérir des cartes. On rentre vraiment dans un processus où on pousse la personne à vouloir comprendre, parce qu'on on aime tous jouer pour certains d'entre nous. Ouais. Et donc là, ils vont pouvoir apprendre des choses sérieuses tout en jouant. Ouais, c'est ludique et en même temps. C'est ludique, par contre, c'est très sérieux, derrière, ouais. Tout à fait. Merci beaucoup Cyril Gauthier, en tout cas longue vie à Nuvie qui va permettre d'améliorer le quotidien de nombreux patients diabétiques de type 2 et ça c'est quand même une excellente nouvelle. Merci également au laboratoire Novo Nordisk d'avoir pris l'initiative d'organiser cet événement. Et justement, docteur Khaznadji, en tant que directeur médical chez Novo Nordisk, je vous laisse conclure cette émission. Venez me rejoindre. Merci beaucoup. Voilà, et bravo encore à vous Cyril. Un grand bravo. Prendre la place, docteur Khaznadji. Alors, je tiens à féliciter le gagnant, donc docteur Gauthier, encore toutes nos félicitations. Le projet était très séduisant, beaucoup de choses, très riches. Et il se trouve que je souhaite également remercier le jury ici présent. Nous avons été impliqués en amont pour le choix de ces 26 projets dans un premier temps. Et puis ensuite, ça s'est réduit à 10 projets. Et puis ensuite, ça s'est joué, autant le dire, dans un mouchoir de poche, parce qu'il y avait d'autres très beaux projets. Mais tout ça pour dire que nous avons été extrêmement séduits et impressionnés par l'inventivité, par la curiosité, et tout ça dirigé vers le patient. Donc pour nous, c'est très important. Tel que vous l'avez dit, Véronique, il se trouve que nous avons près de 4 millions de patients diabétiques en France. Et la problématique ne se situe plus dans la qualité de la prise en charge médicamenteuse des médicaments, parce que les médicaments en soi, aujourd'hui, font de bonnes choses. Parfois, nous échangeons avec certains professionnels de santé qui nous disent « Écoutez, nous avons quand même une mauvaise nouvelle à vous donner, c'est que les patients ne prennent pas sérieusement leur traitement ou espacent ou sont quelque peu inhibés parce que peu accompagnés probablement. » Et on se rend bien compte ici, et c'est pour ça que nous sommes là, qu'au-delà du médicament, l'accompagnement est crucial. Et donc, Nuvie a le mérite d'exister. Aujourd'hui, vous l'avez développé, il est très abouti, et c'est l'ambition de votre projet qui a beaucoup parlé aussi, et qui a séduit et qui a convaincu beaucoup d'entre nous dans le jury, parce que vous allez au-delà du diabète de type 2, vous traitez l'obésité, mais là, vous vous intéressez aux enfants. Donc c'est une très belle vertu pour nous et encore bravo. C'est la robustesse du projet parce que c'est porté par un projet article 51, c'est adoubé par l'ARS de votre région. Donc tout cela nous conforte et bien évidemment pour nous c'est l'essentiel. Donc encore une fois un grand merci pour ça. Moi je suis ravi d'avoir fait partie de l'aventure en espérant que les choses se refassent entre nous parce qu'une grande entente et puis surtout en convergeant vers le bénéfice que peut en tirer le patient. Et une dernière chose,
c'est que, bien évidemment, au-delà des projets, vous avez aussi pensé à intégrer le patient en amont, c'est-à-dire réfléchir avec le patient en termes de faisabilité. Et c'est crucial. Si ça n'est pas accepté par le patient, je pense que le projet est déjà un petit peu voué à mourir de sa petite mort. Donc ça n'est pas le cas parce que le patient en amont a été là. Et bien évidemment, le principe du réseau aussi, de la mise en réseau de ces patients, c'est pour nous une puissance importante parce que ça va être un partage d'expériences, des expériences positives, et c'est tout simplement l'expérience patient derrière tout cela. Donc il ne s'agit pas seulement d'avoir du résultat, de savoir si nous améliorons et si votre système permettra d'améliorer justement le profil du patient, l'équilibre du patient, mais aussi que le patient puisse en tirer une expérience positive et vous l'avez dit tout à l'heure, que l'observance au traitement soit optimisée et que nous réglions ce problème qui est effectivement crucial, que les patients vivent, je dirais, assez difficilement de temps en temps. Donc encore une fois, un grand merci à l'audience et puis surtout, encore une fois, à vous, Dr Gauthier. Et vous pouvez être d'autant plus fier, vous m'aviez confié tout à l'heure que la compétition avait été rude. Hein. Oui, ça s'est fait. Il y avait des projets de très très haut niveau. Oui, il y a eu beaucoup de frustration et ça s'est fait un petit peu dans la douleur parce que, effectivement, d'autres projets apportaient certaines choses, mais nous avons estimé que le plus complet était le vôtre. Donc, voilà. Bravo pour cela. Un candidat heureux pour des patients heureux. Merci beaucoup. Et merci, Dr Khanzadji, pour cette belle conclusion. Merci à tous nos intervenants d'avoir répondu à notre invitation. Et puis surtout, merci à vous de nous avoir suivis. Et encore bravo à l'équipe de Nuvie. Très bonne fin de soirée à tous.